Alors voilà, nous sommes en direct, donc rebonjour au groupe. Alors pour ceux qui nous voient sur Facebook en direct, vous êtes en plein milieu d'un cours d'une journée de magistrade qui s'appelle « Simplifier sans niveler par le bas », volet 2. Donc vous avez droit à un petit extrait du cours en direct que vous allez pouvoir voir aussi par la suite sur le site, donc sur la page Facebook de Magistrade, ainsi que sur la chaîne YouTube de Magistrade. Alors, nous allons commencer par, nous allons maintenant passer, je vais partager l'écran. Et nous allons passer à un exposé qui porte sur les mots grand, petit et autres. Alors donc, le cours passe en revue plusieurs façons qui sont à la disposition comme traducteur pour simplifier nos traductions. Et une des solutions qu'on va voir maintenant, c'est des petits mots comme grand ou petit, qui sont extrêmement polyvalents en français et qu'on oublie souvent d'utiliser. Alors, en guise d'introduction, je vous invite à écouter cette petite chanson interprétée par Patachou. Vous allez sans doute reconnaître l'air. La chanson est en français dans un premier temps. C'est la traduction française, un grand classique d'une chanson américaine. Et je vais vous demander, pendant que vous l'écoutez, j'aimerais savoir s'il y a des gens parmi vous qui connaissent le titre anglais de la chanson. Donc, la chanson en français s'appelle « Ces petites choses ». Alors, on y va ensemble. Ce vieux billet chéri qui me rappelle les nuits à bord du Queen Mary, si belles, les heures bleues et roses, ces petites choses me parlent de vous. Ce vieux refrain d'amour que Crosby chante, le vent du soir là-bas qui se lamente, et votre porte close, ces petites choses me parlent de vous. Chérie, pourquoi m'avoir quitté? Pourquoi m'avoir quitté après ce que nous avons été? Alors, ceux qui participent sur Zoom, est-ce qu'il y en a qui savent comment s'appelle en anglais cette chanson? Vous pouvez y répondre par le chat. Donc, le titre en français, c'est « Ces petites choses ». Évidemment, il y a un lien avec ce qu'on va voir. Comment ça s'appelait en anglais, vous pensez? Est-ce que c'est « Those little things » ? J'entends quelqu'un qui tape. Oui, « These foolish things ». Excellent. Donc, on va entendre la version anglaise. À notre image, ouvert ce soir. An airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. Alors voilà, donc introduction un petit peu longue, juste pour qu'on constate ensemble le caractère très pratique et très utile du mot « petit ». Alors, la chanson existe en anglais d'abord, « These foolish things », ça parle de quoi? Ça parle des petites choses qui fait qu'on a partagé avec la personne qu'on aime et qui fait que quand on est plus avec cette personne-là, ces petites choses-là nous rappellent la personne. Ça s'appelle « These foolish things » en anglais. Et je dois dire que chapeau au traducteur ou à la traductrice qui a pensé à ce titre-là, parce que « foolish » n'est pas facile à traduire dans ce contexte-là. Et quand on a vu que c'est traduit par « ces petites choses », on se rend compte que dans le contexte, c'est tout à fait pertinent, mais c'est assez étonnant parce que le mot « foolish » est un mot quand même spécifique, qui veut dire quelque chose de bien précis. Même hors contexte, on sait ce que ça veut dire le mot « foolish », alors que le mot « petit » en soi ne veut rien dire. Mais dans le contexte, ces petites choses, tout d'un coup, le mot qui est très général, le mot « petit », prend un sens bien spécifique. On n'a pas vraiment l'impression qu'il manque quelque chose en français. Alors, il y a plusieurs... il y a quelques mots en français comme ça. C'est vraiment une caractéristique générale du français par rapport à l'anglais. Le français
comporte quelques mots comme ça qui sont extrêmement simples, qui passent inaperçus par leur banalité, puis qui en réalité sont difficiles à traduire en anglais parce qu'en anglais, on a besoin de mots plus spécifiques. Alors, des mots comme petit qu'on vient de voir, mais le mot grand surtout, et d'autres mots un peu du même genre, bon ou mauvais, bien ou mal, ou meilleur. Alors, c'est des mots qui passent inaperçus, comme je disais, parce qu'ils ont l'air très, très simples. Mais quand on regarde les traductions dans l'anglais, on se rend compte qu'en fait, c'est des mots qui sont très polyvalents et qui sont sous-utilisés, qu'on pourrait utiliser beaucoup plus facilement, beaucoup plus souvent en français dans nos traductions pour simplifier et alléger nos traductions. Le mot beau aussi en fait partie. Donc, le français se contente souvent de généralités, là où l'anglais a besoin d'être plus spécifique. C'est un principe général qu'on peut observer dans plusieurs contextes de comparaison du français et de l'anglais, mais on va se concentrer ici sur les situations où ça peut s'appliquer avec l'utilisation de ces mots-là qu'on a sous les yeux. On va commencer par le mot grand, qui est le mot le plus fertile par rapport à ça. Donc, c'est un mot qui est extrêmement polyvalent. Et on va commencer par regarder comment le mot grand est traduit du français à l'anglais pour constater à quel point, justement, c'est un mot qui est polyvalent. Et c'est les traducteurs anglophones, des fois, qui sont mal pris avec ce mot-là parce qu'ils ont besoin d'un mot plus spécifique. Vous trouverez d'ailleurs dans ce numéro aussi le communiqué du bureau sur ce grand rendez-vous. Donc, on parlait ici d'un colloque qu'on appelle en français ce grand rendez-vous. Comment allons-nous traduire ce grand rendez-vous en anglais? C'est très naturel et très simple en français. Mais évidemment, les mots big, large, tall, great ne seraient pas vraiment utiles ici en anglais. Donc, c'était traduit en anglais. Ici, l'original est en français et le traducteur anglophone a écrit « This important gathering ». Donc, le mot « important » traduit bien l'idée. Mais c'est évident que si on avait dit en français ce rendez-vous important, ça aurait été plus lourd que si on dit ce grand rendez-vous. Donc ici, le français a un avantage par rapport à l'anglais. Et c'est un avantage dont on peut profiter beaucoup plus souvent qu'on pense. On va le voir avec quelques autres exemples. J'ai vu ceci dans un communiqué du ministère des Finances du Québec en anglais. Et même si c'est en anglais, évidemment, on voyait que c'était soit écrit en français et traduit en anglais, soit pensé en français et dit en anglais. Mais quand on voit des US Economic Downturn as had a big impact on Québec, on voit cet emploi-là du mot big ici, on sent en plus que c'est quelqu'un qui pensait en français à un grand impact, de grandes répercussions. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit si souvent ça dans les textes en anglais, a big impact. Ça montre bien ici que en anglais, on ne pense pas de la même façon. Alors, autre exemple ici, la traduction du français vers l'anglais. Description du rôle par grands axes de responsabilité. C'est très idiomatique, les grands axes de responsabilité. On ne verrait pas ça dans les traductions la plupart du temps. Comment est-ce que le traducteur anglophone a traduit grands axes de responsabilité? Main areas of responsibility. Alors, on retrouve ici des mots, si c'est très idiomatique en anglais, on retrouve des mots qu'on voit très souvent dans les textes administratifs en anglais, sauf que main areas traduit en français, ça devient souvent quelque chose comme principaux secteurs, principaux domaines, et là, c'est beaucoup plus lourd que les grands axes. Ce fonds offre une grande souplesse. On parle ici d'un fonds de placement. Alors, Grant Hamilton, dans un tweet sur Twitter, proposait, alors, il a fait un tweet qui s'appelait, qui recommandait aux traducteurs anglophones de traduire cette phrase-là par « terrific flexibility ». Évidemment, lui, Grant n'avait pas suivi ma formation, il n'avait pas assisté à ma réflexion sur le mot « grande », mais en tant que traducteur vers l'anglais, il expliquait aux traducteurs anglophones ici que devant le mot « grand », il faudrait utiliser un mot plus spécifique en anglais. Et encore une fois, mettons-nous dans le sens inverse. Si on avait « terrific flexibility », je crois qu'on aurait beaucoup de mal à traduire le mot « terrific ». On chercherait un mot qui est aussi fort, aussi spécifique, mais ça manquerait souvent de naturel ou de simplicité. Alors que le mot « grande », c'est ici l'énoncé spontané en français, et on voit qu'il est amplement suffisant. Si vous allez voir le mot « grand » dans la Robert Collins, donc du côté français vers l'anglais, on voit toutes sortes de choses, toutes sortes de contextes où, exemple après exemple, on se rend compte que l'anglais a besoin de mots plus spécifiques. L'incendie a causé de grands dégâts. Extensive damage. Alors, souvent traduit extensive par vaste, de grande ampleur, de grande envergure, tout ça, alors que le mot « grand », finalement, est suffisant. Un grand rire, a loud laugh. Est-ce qu'on dirait un rire fort en français? Non, ce ne serait pas naturel. Le mot « grand » est suffisant. Un grand chagrin devient un deep sorrow. Est-ce qu'on peut dire un chagrin profond? Oui, peut-être, mais ce serait peut-être trop lourd pour rien. C'est l'anglais qui a une limitation ici. Le mot « un grand personnage », un important person, on l'a vu tantôt pour gathering aussi. On peut traduire important par important, mais c'est plus lourd que le mot « grand ». C'est du grand jazz, et du jazz at its best, donc un bel emploi du mot grand aussi, ici, qui est très, très vivant et très efficace et très court.
Quelques autres exemples tirés de mes propres traductions ou révisions, donc dans des contextes où on voit avec des mots qu'on voit souvent en anglais. The 7 top risks, les 7 grands risques. An ambitious dismantling, un grand démantèlement. The overarching themes, les grands thèmes d'un colloque. A large-scale campaign, on pourrait dire une campagne à grande échelle, c'est ce qu'on verrait très souvent dans les traductions, mais à bien y penser, une grande campagne est amplement suffisant. Voyez-vous, chaque fois ici, parce que dans tous les cas, le français est plus court que l'anglais. Frequent travelers, ce sont les grands voyageurs. The industry leaders, mon Dieu, qu'on a du mal avec ce mot leader. Généralement, ça a fini par chef de file dans nos traductions, ce qui n'est pas une erreur en soi, mais il y a une fréquence du mot chef de file qui est inquiétante dans toutes nos traductions. Je ne crois pas dans les textes rédigés en français, le mot chef de file soit aussi fréquent. Alors, on pourrait dire ici les grands noms du domaine, ça traduit très, très bien l'idée et c'est beaucoup plus, c'est moins lourd que chef de file, je trouve. On pourrait dire les grands acteurs du secteur privé, the industry leaders. Remarquez que le mot industry ici, en parenthèse, il y a deux sens distincts du mot industry. Hein. Dans le premier, on dit le domaine. Des industry leaders, c'est les grands noms du domaine, par exemple dans le domaine de la finance, dans le domaine de la fabrication, dans le domaine du transport. Ça, c'est industry dans le sens de secteur d'activité. Mais le mot industry, des fois, a un sens plus général que ça, qui est le secteur privé dans son ensemble, par opposition au secteur gouvernemental, au secteur public. D'autres exemples, regardez, c'est quasiment inépuisable. The mainstream media, les grands médias. The very ill, les grands malades. The severe burn victims, j'aime beaucoup cet exemple-là. Regardez, les grands brûlés, c'est une expression qui est très courante en français. On a la section, l'unité des grands brûlés, par exemple, dans des hôpitaux. Les grands brûlés, c'est une façon très, très efficace et très concise en français de parler d'une réalité qui est bon, tragique, mais très, très spécifique aussi. Et apparemment, il n'y a pas un mot spécifique en anglais pour dire les grands brûlés. On a de severe burn victims, ce qui est un peu plus, je dirais, descriptif. Le fameux exciting, on en a parlé tout à l'heure dans un autre contexte. Alors, très difficile à traduire, mais voyez-vous, dans un contexte comme celui-ci, finalement, la solution peut être très, très simple. We have some exciting news to share. Nous avons une grande nouvelle pour vous. C'est amplement suffisant. An extensive experience, on voit souvent traduit par une vaste expérience. C'est pas mauvais, mais pourquoi pas faire changement avec le mot grande, encore une fois, qui est un peu plus simple. Sweeping changes, de grands changements. Key trends, les grandes tendances, tout simplement pour le mot key, là, plutôt que important, clé, etc. Le mot grand est amplement suffisant aussi. The overall objectifs, les objectifs généraux, globaux, les grands objectifs. Two basic groups, deux grands groupes. Les major projects, les grands projets. Three main reasons, plutôt que des raisons principales, grandes raisons. Is deep knowledge of, est-ce qu'on peut parler d'une connaissance profonde du tango? Oui, mais c'est peut-être trop lourd pour rien. Sa grande connaissance est amplement suffisante. Viola Desmond was a trailblazing civil rights pioneer. Trailblazing, oh, pas facile à traduire. Eh bien, Viola Desmond fut une grande pionnière des droits civils. Au fond, le mot pionnier dit l'idée de trailblazing, donc qui trace le chemin, qui crée le sentier, ben c'est déjà inclus dans le mot pionnier. Alors, pourquoi aller chercher un adjectif qui serait lourd ou peut-être qu'on aboutirait à une proposition complète pour bien rendre le mot trailblazing, alors qu'en réalité, le mot grand est amplement suffisant. Est une grande pionnière des droits civils. Donc, je vous rappelle que tout ça s'inscrit dans notre préoccupation de base, qui est de simplifier sans aller par le bas, c'est-à-dire trouver des solutions simples et naturelles en français sans qu'il y ait, je tiens à le préciser, sans qu'il y ait de perte. Okay? Même si hors contexte, on se dit trailblazing, c'est plus spécifique que grande. Dans le contexte, on voit bien qu'il n'y a aucune perte. Et on a vu tantôt dans les exemples de traduction du français vers l'anglais qu'en réalité, c'est la façon naturelle de dire les choses en français. Le mot petit, maintenant, bon, il est peut-être moins riche, les applications sont moins nombreuses que pour grand, mais c'est tout aussi magique, je dirais, d'un certain point de vue. Trade Magazine has a number of articles on cross-cultural competence that offer quick, pragmatic advice, qui donne de petits conseils pratiques. Ça traduit bien le mot quick. Encore une fois, ça va dans le Robert et Collins, au mot petit, on va voir tout un échantillon très riche de solutions différentes qui montrent la grande polyvalence du mot petit. Quelques petites révisions, minor revisions. Une petite chute des ventes, a slight drop in sales. Des petits pas, baby steps. La petite enfance, early childhood, voyez-vous comme en anglais on est plus spécifique. Par petites étapes, easy stage. C'est un petit mardi, j'aime beaucoup celui-là. C'est encore une fois, c'est tiré du Robert Collins.
En parlant d'une entreprise, un commerce, par exemple, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui sont venus le mardi. On va dire que c'est un petit mardi. It's a poor showing for a Tuesday. Donc, là, c'est une traduction plus explicite, je dirais. Donc, on voit ici la grande polyvalence et l'utilité du mot petit. Petit prix, budget price. Petit boulot, odd jobs. Se faire tout petit, to keep a low profile, qui est une expression qu'on voit souvent en anglais. On ne sait pas toujours comment la traduire. Voyez-vous, le français est très naturel. Il n'y a aucune perte et c'est plus court que l'anglais en plus. Des petites autos, cet exemple est particulièrement fascinant. Toy cars, c'est les autos jouets. Donc, petite auto, à la limite, ça dépend du contexte. Ça peut être une petite auto, ça peut être une smart, une voiture, une vraie voiture, mais qui est petite. Mais dans la plupart des contextes, on dit j'ai acheté des petites autos pour mon petit garçon, ou bien ma petite fille, ou bien il joue aux petites autos. On sait très bien que c'est des autos jouets, mais ça ne se dit pas auto jouets en français. Donc, tous ces exemples-là que vous avez sous les yeux, ça montre la polyvalence du mot petit. Et si vous partiez de l'anglais pour traduire vers le français, dans la plupart des cas, je crois qu'on ne penserait pas spontanément au mot petit. Donc, on arriverait à des solutions qui sont souvent plus longues, plus lourdes, trop spécifiques inutilement. Exemple très intéressant ici, il y avait un texte qui parlait de Small Scale Wind Energy. Et je vois donc l'anglais et je tombe sur la traduction. Ah, je n'ai pas laissé les traductions, mais donc la personne avait traduit par énergie éolienne à petite échelle. Et je voyais ça, je me disais, bon, c'est encore trop long, c'est encore plus long que l'anglais. Et à partir de la réflexion qu'on avait, vous savez, tantôt on a vu, par exemple, large scale campaign, et puis on peut dire une grande campagne, plus qu'une campagne à grande échelle. Puis bon, au fil de mes réflexions, puis mes observations, surtout du français, je me disais, je ne serais pas surpris qu'on puisse parler de petite éolienne. Et effectivement, là, j'ai triché un petit peu, j'ai suggéré ma réponse à Google, mais des fois, ça vaut la peine de forcer le destin, je dirais. Donc, j'ai vraiment tapé petite éolienne, entre guillemets, à titre d'hypothèse dans Google pour voir si ça existait. Et oui, ça existe. Alors, regardez, ici, c'est un document d'Hydro-Québec, donc c'était rédigé en français. Et on parlait de petite éolienne, ça ne veut pas dire une éolienne, ce n'est pas la machine qui est petite, c'est vraiment le domaine. Alors, ce qu'on parle de petite éolienne ou de small scale wind energy, c'est des installations d'éoliennes qui sont à petite échelle. Donc, au lieu d'avoir des grandes installations qui vont desservir tout un grand secteur, mettons, de la province ou d'une ville, c'est vraiment à l'échelle d'un petit parc, d'un lotissement ou même des fois d'une seule habitation ou d'une installation d'une usine, quelque chose comme ça. Ça s'appelle la petite éolienne. Alors, regardez la définition à gauche. Énergie de la petite éolienne, c'est l'énergie cinétique du vent qui, au moyen d'un générateur de petit calibre, est transformée en électricité. Donc, il existe en français une expression qui s'appelle la petite éolienne, qui est le secteur, le domaine de toutes les études dans le domaine des éoliennes, qui étudie les situations où on va avoir des petites installations éoliennes. Donc, encore une fois, ça ne désigne pas juste la machine avec les pales qui tournent, ça désigne l'ensemble de l'installation, mais qui est à petite échelle. Alors, on a ici, dernier paragraphe, alors on a, paragraphe du milieu, vous avez la grande éolienne domine le marché. Il s'agit d'éoliennes au pluriel, alors on a vraiment la machine, reliée à un réseau électrique et exploitée par des sociétés spécialisées. Paragraphe suivant, quant à la petite éolienne, moins de 100 kW, beaucoup moins répandue, elle est détenue par de petits producteurs. Donc, voyez-vous, il y en a la grande éolienne, la petite éolienne, qui sont deux domaines, deux secteurs du monde de l'éolien. Et donc, sans doute qu'on aura en anglais Small Scale Wind Energy et Large Scale Wind Energy. Voyez-vous comme le français, grâce à ces deux petits mots-là, peut réussir à être plus concis et plus, j'allais dire plus élégant, en tout cas plus simple que l'anglais et encore plus simple qu'une traduction littérale qui deviendrait énergie éolienne ou secteur éolien à grand déploiement ou à grande échelle, etc. Donc, voyez-vous à quel point ces petits mots-là sont très utilisés en français et très pratiques aussi. Au passage, puisqu'on est dans cette page-là, je voulais quand même vous montrer deux petits trucs de traducteur aussi. D'abord, vous aurez peut-être remarqué filière éolienne que j'ai souligné en bleu, qui correspond en anglais à Wind Energy Sector. Donc, en français, on va souvent avoir secteur éolien ou l'éolien. Ça existe aussi, ou énergie éolienne, bien sûr, mais souvent, dans les textes rédigés en français, on parle de la filière éolienne. Ça veut dire le secteur de l'énergie éolienne. Donc, c'est un mot idiomatique à retenir et je ne peux m'empêcher de vous souligner aussi le mot développer. La filière éolienne a continué de se développer en 2014. Le mot « se développer », bizarrement, est un mot qui est très peu utilisé par les traducteurs. En anglais, on aurait « grow » et souvent les traducteurs qui voient « grow » traduisent par « croître ».
croître, qui n'est pas le mot le plus élégant dans la langue française et qui est vraiment extrêmement présent dans les traductions. Et on évite souvent le mot développer parce qu'on s'est fait taper sur les doigts dans d'autres circonstances où le mot développer serait un anglicisme pour traduire tout développe. Mais ça vaudrait vraiment la peine qu'on réintroduise le mot développer dans le vocabulaire dans ce sens-là. Une industrie qui se développe, une entreprise qui se développe, c'est-à-dire qui prend de l'ampleur, qui grandit, c'est tout à fait naturel en français. Bon, alors on continue dans nos petits mots sous-utilisés. Donc, le mot « bon » maintenant, que Rémi Braque définissait comme un mot, qualifiait d'un mot, de l'adjectif bref, indéfinissable, mais indispensable. We are happy to help such a worthy cause. Une bonne cause plutôt qu'une cause valable. C'est assez naturel, celui-ci. Je pense qu'on aurait été assez nombreux à y penser. Mais on voit encore une fois que le mot « bon », mot très général, nécessite un mot plus spécifique en anglais. This should give you a fair idea of. Cela devrait vous donner une bonne idée de. There will be plenty of time at the end of my presentation for questions and further discussion. J'ai réservé une bonne période de temps. Et vous, le mot « bon » ici, qui prend un sens en fonction du contexte. Information is interpreted with greater ease and clarity if it is in the correct section, dans la bonne section. The proper functioning, le bon fonctionnement. Proper context, le bon contexte. A high level of transparency, un degré élevé, un haut degré, un bon degré de transparence est amplement suffisant. Opinion, alors le mot mauvais, maintenant, même principe. Opinions which reflect an incomplete understanding of the context of the client's situation. Les opinions qui font état d'une compréhension incomplète du contexte dans lequel évolue le client. La traduction n'est pas mauvaise, mais on sent qu'elle est lourde, et j'ajouterais inutilement lourde, parce qu'on pourrait dire les opinions qui font état d'une mauvaise compréhension. Tout de suite, on voit que c'est beaucoup plus naturel. Donc, c'est un chemin. Là, je vous montre toutes sortes d'exemples comme ça en rafale. Bon, peut-être que vous vous dites, ben, ça va, c'est assez simple, j'ai compris le principe, mais le gros défi va être, dans vos textes quotidiens, de tomber sur un mot comme « incomplete » et se dire, ah tiens, j'aurais pu traduire par le mot « mauvais ». Évidemment, on ne peut pas faire la liste de tous les mots qui peuvent être traduits par grand, petit, bon ou mauvais, c'est quasiment infini. Alors, il faut plus garder en tête ces petits mots-là, bien pratiques, et surveiller constamment les occasions qu'on pourrait avoir de les utiliser pour alléger nos traductions. Maintenant, est-ce qu'on pourrait faire mieux, en parenthèse, avec cette traduction-là, les opinions qui font état d'une mauvaise compréhension du contexte dans lequel évolue le client? Bon, on est dans un cours de simplification, peut-être qu'on pourrait trouver une solution qui serait moins lourde. Alors, les opinions qui trahissent une mauvaise compréhension du contexte du client. Regardez, le contexte dans lequel évolue le client peut devenir le contexte du client. Ce qui nous renvoie à un autre exposé qu'on va voir plus tard. Alors, pas pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube, mais pour ceux qui vont suivre la formation par la suite. On va voir aussi que le mot « de » en français, comme les mots « grand »,« petit », etc., sont des mots, était aussi un autre mot qui passe souvent inaperçu, mais qui est extrêmement utile pour alléger nos traductions. Alors, quelques autres exemples pour « mauvais ». Encore une fois, le même principe, l'anglais a besoin d'un mot plus spécifique. Le français se contente d'un mot général, mais qui prend son sens spécifique grâce au contexte. A faulty collection, un mauvais contact. An attack for an institution, un mauvais coup porté aux institutions. Ça, c'est tiré de Robert Collins aussi. He picked an awkward time. Pas facile à traduire, un awkward time. Ben, on peut juste dire il a choisi un mauvais moment. Et puis, le sens est tout à fait rendu aussi. Improper installation, mauvaise installation. It's quite good, et ce n'est pas mauvais. Alors ici, on a un beau procédé que je chéris particulièrement, qu'on appelle le contraire négativé, qui est un principe qu'on voit dans une autre de mes formations, la traduction administrative idiomatique, volet 3. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas toujours une litote ou un euphémisme. C'est juste une façon très naturelle en français de dire certaines choses. C'est un peu naturel que dire c'est très bon. Poor condition, mauvais état. On passe maintenant au mot bien. Make sure that the product is capped tightly before shaking, not tightly, bien fermé. Voyez-vous, comme le mot anglais est beaucoup plus spécifique. Cap, on voit le capuchon, c'est vous le bouchon. Et puis tightly, on voit l'idée de étanche ou serré. Et en français, on dit juste fermé, donc c'est beaucoup plus abstrait. Il n'y a pas l'image du bouchon ou l'image du capuchon. Et le mot bien aussi, il prend son sens juste dans le contexte, parce que le mot bien peut signifier toutes sortes de choses. Mais dans le contexte de bien fermé, en même temps, le mot est très simple. Alors, si on avait dit que le bouchon est fermé à serre ou je ne sais pas quoi, si on a voulu rendre le mot tightly de façon plus spécifique, nécessairement, ça aurait été plus long et plus lourd.
To be adequately informed, être bien informé. Customers will doubt, alors le mot mal maintenant, customers will doubt the quality of the advice provided by an advisor who is not current. Les conseils fournis par un conseiller mal informé. A cap, encore une fois, poorly screwed, mal vissé. Alors, exemple intéressant ici. In response to the February recommendations regarding the most effective ways to meet the needs of students with ASD in Ontario schools. Traduction, phrase anglaise très typique. Voyez-vous, la traduction disait ceci. En réponse aux recommandations formulées en février au sujet des méthodes les plus efficaces de répondre aux besoins des élèves atteints de TSA. Donc, ici, on voit que la traduction suit l'anglais pas à pas. Je pense que c'est assez classique, c'est assez standard. Il y a beaucoup de traducteurs qui auraient traduit ça comme ça. Maintenant, en ayant la solution qui vous est suggérée dans la tête, peut-être que la solution vous vient rapidement à l'esprit au sujet des meilleurs moyens de répondre aux besoins des élèves. Voyez-vous, comme on a ici, grâce à un petit mot très, très simple, qui n'est pas du tout un mot savant, le mot « meilleur », puis en passant à remplacer méthode par moyen, c'est très efficace aussi des fois. Alors, au sujet des meilleurs moyens de répondre aux besoins des élèves, on voit à quel point on a simplifié la phrase sans que ce soit une opération très, très complexe. Et un peu comme tout à l'heure, on va quand même en profiter puisqu'on est là pour essayer de simplifier encore davantage la phrase. Vous avez ici la phrase avec le mot « meilleur moyen » en réponse aux recommandations formulées en février au sujet des meilleurs moyens de répondre aux besoins des élèves atteints de TSA dans les écoles de l'Ontario. Il y aurait peut-être moyen de simplifier encore davantage la phrase. Alors, regardons ça. En réponse aux recommandations de février, donc encore une fois, le mot « de » qui nous arrive comme ça pour supprimer un verbe qui va vraiment alléger. Le au sujet de, 3 mots, on peut remplacer par concernant les meilleurs moyens. Pas beaucoup plus court, mais quand même, je dirais, un peu plus léger. Et autre procédé très intéressant, en anglais, on a beaucoup besoin de situer les choses dans l'espace et dans le temps. On parle ici des élèves dans les écoles de l'Ontario. Je pense que le dans les écoles, on pourrait très bien le laisser implicite puisqu'on parle des élèves. Puis de toute façon, ils ne sont pas atteints de TSA uniquement dans les écoles. Donc, pourquoi pas dire les meilleurs moyens de répondre aux besoins des élèves atteints de TSA en Ontario? On enlève dans les écoles et on n'a rien perdu. Alors, regardez comment est-ce qu'on arrive à une solution qui est beaucoup plus courte, qui n'est pas plus longue que l'anglais maintenant, à vue de nez, c'est l'impression que ça donne. Et puis, évidemment, on a juste laissé tomber des choses qui étaient inutiles. On a sacrifié aucun élément de sens et on a allégé beaucoup. Comment? Donc, en utilisant meilleur moyen, en utilisant de et en faisant l'implicitation du lieu qui était implicite dans le mot élève. Dans les exemples, encore une fois, du français vers l'anglais, on voit le phénomène inverse. On voit que les traducteurs du français vers l'anglais, les traducteurs anglophones ont souvent besoin d'aller chercher un mot plus spécifique parce que le mot « meilleur », comme les autres mots qu'on a vus tout à l'heure, sont trop abstraits si on veut en français. Toujours un tweet de Grant Hamilton, donc sur le fil Twitter de Grant Hamilton, c'est anglais, A-N-G-L-A-I-S, pour ceux qui voudraient le suivre. Donc, c'est des trucs de traduction pour les traducteurs anglophones, bien sûr. Alors, on avait le meilleur service de marketing à Montréal. Alors, Grant Hamilton suggérait dans un tweet le Montreal Savviest Marketing. Est-ce qu'on aurait pu dire The Best Marketing Department? J'imagine que oui. On a aussi un traducteur d'expérience qui nous recommande. Alors, il n'y avait pas d'explication dans son tweet. Vous savez, un tweet, c'est très court. Mais moi, je saisis au passage que lui, s'il a publié ce tweet-là en tant que traducteur anglophone, c'est parce qu'il jugeait que c'était préférable d'utiliser un mot plus spécifique que le mot « best », qui aurait sûrement marché en théorie aussi, bien sûr. Le mot « beau » maintenant, « Service excellence is about creating a positive client experience ». Alors, c'est une chose qu'on voit très, très souvent dans nos traductions. Alors, la traduction que je révisais disait « L'excellence du service consiste à faire vivre une expérience agréable aux clients chaque fois que nous offrons un service. » Ce n'est pas mauvais, le sens est là, mais pourquoi ne pas dire « faire vivre une belle expérience », plus naturelle, plus léger. Donc, il n'y a que des avantages. Et encore une fois, essayer de retraduire en anglais une belle expérience. Hein. Ça ne serait pas « beautiful experience », ça ne marcherait pas. Donc, on arrive à « positive client experience ». Alors, on passe maintenant aux exercices, mais je vais maintenant donc mettre fin à notre présentation partagée sur Facebook. Alors, pour ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup de votre présence. Si jamais vous voulez suivre la formation au complet, bien sûr, vous pouvez aller sur le site web de Magistrade et aller vérifier dans le calendrier pour cette formation-ci ou n'importe quelle formation, les autres formations d'une journée qui vous sont offertes. Alors, merci à tous et puis je me déconnecte à l'instant.